Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Laurent Equet, bonjour. Vous êtes fondateur du think tank Automobilité et Avenir. J'accueille également sur ce plateau Fabienne Keller. Bonjour, sénateur Les Républicains du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Bonjour. Jacques Mézard est également sur ce plateau. Bonjour, président du groupe RDSE ici au Sénat. Vous êtes par ailleurs sénateur du Cantal. Fabienne Keller, on voit cette annonce un peu surprise, enfin du moins c'est ce qu'avait l'air de dire Ségolène Royal, d'une augmentation des tarifs autoroutiers. Pourtant, ces sociétés répondent qu'elles ne font qu'appliquer les contrats conclus avec l'État. Madame Royal savait parfaitement que l'augmentation des redevances domaniales avait fait l'objet d'une négociation avec les sociétés d'autoroutes et que pendant 3 ans, cela signifiait des augmentations de péages en plus des augmentations habituelles. De la même manière qu'elle a gelé les péages en 2015, ce qu'on va payer de 2019 à 2023. Donc elle feint de découvrir des décisions qu'elle a elle-même prises et en cela elle donne des signaux extrêmement confus à l'égard des automobilistes et elle a surtout précarisé le financement des autres modes de transport doux. C'est pas très joli hein, en période de COP21 puisqu'il faut savoir que les ressources en question devaient aller à l'AFIT, l'Association pour le financement des infrastructures, notamment le train, hein, le ferroviaire, et tout ça trouve son origine dans la suppression de l'écotaxe. Vous savez, la taxe poids lourd que les bonnets rouges ont fini par conduire le gouvernement à abandonner. On recherche une ressource de remplacement, la redevance domaniale, puis celle-ci n'est pas due par les sociétés d'autoroutes, donc elles en exigent la compensation. Ce qui n'est pas bien, c'est que Madame Royal fait semblant de découvrir tout ça, alors que c'est elle qui est à l'origine de cette succession de décisions. Ouais, Laurent Equet, donc les tarifs vont certainement augmenter au 1er février. C'est d'ailleurs ce que prévoient ces accords tarifaires conclus entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Que prévoient exactement ces accords? Alors vous avez 2 types d'accords. Vous avez les contrats qui existent depuis un certain temps et qui n'ont pas été changés depuis la privatisation. Donc elles ont une formule tarifaire qui prévoit une augmentation indexée sur l'inflation. Au-delà du contrat, vous avez ensuite ce qu'on appelle des contrats de plan. C'est-à-dire que quand une société bénéficie pendant 5 ans, généralement, d'une tarification, d'une augmentation supplémentaire, dès lors que l'État a accepté que certains investissements soient compensés par une augmentation tarifaire, ce qui n'est pas forcément normal, mais ce qui se fait habituellement. Donc vous avez aujourd'hui déjà des sociétés qui, pendant 5 ans, bénéficient d'une augmentation supérieure. Et vous avez en plus des accords qui ont été pris, comme dit Madame la sénatrice, puisque j'ai ce courrier, moi, qui est signé à la fois de Madame Ségolène Royal et de Monsieur Macron, où il est clairement expliqué, pas suffisamment à mon goût, mais expliquer les accords, la nature des accords qui ont été pris avec les sociétés autoroutières, dans lequel on explique qu'effectivement, il y aura compensation de la taxe, de l'augmentation de la taxe domaniale, qui ne doit pas être forcément compensée, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure dans le débat. C'est tous ces axes-là, en fait, qui sont très, très nébuleux. Et cette compensation vient impacter 2016, 2017, 2018. Donc lorsque vous faites la loi tarifaire, qui est à 85% de l'inflation, plus des contrats de plan qui permettent d'avoir une augmentation supplémentaire, plus cette augmentation, cette répercussion de la taxe domaniale, vous arrivez à quelque chose qui est supérieur à l'inflation. Ouais. Donc c'est pas une découverte, c'est légal. Nous ne contestons pas cette augmentation. Par contre, tout ce qui est derrière, effectivement, doit être revu parce que ça ne fonctionne plus. On va y venir. Jacques Mézard, on voit l'embarras du gouvernement sur cette question et pourtant, on se souvient qu'il y avait eu déjà une première alerte en 2014, c'était l'autorité de la concurrence, je crois, lors d'une audition ici au Sénat, qui fustigeait un peu la rente de situation des sociétés autoritaires. Les députés et les sénateurs ont bien chaque assemblée eu des missions d'information, des groupes de travail sur ces questions. On a l'impression que rien ne bouge. Quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est que nous sommes dans un dossier qui est extrêmement compliqué techniquement, avec une succession d'errements. Vous venez de parler de ce qu'a dit l'autorité de la concurrence. Ce qu'a dit l'autorité de la concurrence, au point de vue technique, au point de vue des chiffres, a été, à mon avis, à juste titre, au moins en partie contesté par les sociétés concessionnaires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire eh bien, il y a des contrats et à la suite de ces contrats, des décrets qui sont pris au mois d'août et dire on les découvre. Bon, nous sommes dans un état, je l'espère, dans un état de droit. À partir du moment où ces contrats ne sont pas dénoncés, ils doivent être appliqués. Moi, ça ne change rien au fait que je considère personnellement
que la privatisation des autoroutes... D'ailleurs, la position de Christian Eckert, secrétaire d'État Tout à fait. qui a dit que les contrats devaient être appliqués. Je crois que le secrétaire d'État Eckert est un homme qui a une ligne de conduite. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais qui constate que lorsqu'il y a des contrats, eh bien, on les applique, ou alors on suit les procédures adéquates pour les dénoncer dans les normes. À partir du moment où on applique les contrats et où le gouvernement pond, vous me passerez l'expression, au mois d'août, des arrêtés avec chacune des sociétés concessionnaires, eh bien ensuite il ne faut pas s'étonner, on ne peut pas dire qu'on découvre l'existence de ces décrets. Alors il faut revenir au fond et ma collègue avait parfaitement raison. Derrière cela, il y a l'erreur sur l'écotaxe. Et l'erreur sur l'écotaxe, nous étions très majoritairement les parlementaires de toute sensibilité très favorable à l'écotaxe. D'ailleurs, ça avait été voté avec une très large unanimité. Par le Grenelle. Tout à fait. Et à la suite de ça, par les manifestations des bonnets rouges, il y a eu une reculade du gouvernement qui a eu des conséquences considérables, avec en particulier le financement de l'AFITF. Mais l'AFITF, c'est effectivement le ferroviaire, mais c'est aussi les routes nationales. Et nous sommes tous victimes de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Fabienne Keller, est-ce que le gouvernement pourrait de nouveau geler les tarifs, comme il l'a fait l'année dernière, en 2015, sur les sociétés autoroutières? Je crois que nous souhaitons tous qu'il y ait un État fort, un État qui respecte ses engagements et qui marque des axes stratégiques clairs. Là, on est clairement dans la confusion totale. Quand Madame Royal, l'année dernière, fait mine de pouvoir geler les tarifs, en fait, comme elle a un engagement contractuel avec les sociétés d'autoroutes, elle est obligée d'en accepter la compensation. Ce seront les automobilistes de 2019, 20, 21, 22, 23 qui vont le payer. C'est pareil pour la redevance domaniale. Elle a fait semblant de trouver une ressource qui remplaçait l'écotaxe, mais celle-ci n'était pas due par contrat par les sociétés d'autoroutes. Donc là, on est obligé de la compenser par l'augmentation des péages. Ouais. Franchement, c'est une politique écologique de gribouille. Il n'y a pas de signaux clairs. Et toute cette énergie utilisée à justifier des positions, des postures injustifiables, ne donne pas de vision stratégique. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre réseau ferroviaire? Quels moyens on est prêt à investir pour enfin avoir des trains moins chers, plus accessibles aux Français? Est-ce que les bus sont vraiment la seule solution pour proposer du transport? Et quel avenir pour les sociétés d'autoroutes? Est-ce qu'on souhaite structurellement faire évoluer ces contrats de manière plus favorable aux usagers? Ouais. Ce travail-là, il n'est pas fait. Et tout ce vibrionnage médiatique où les Français sentent bien qu'on ne leur dit pas la vérité, sont un report de charge. Laurent Equet, parce que Jacques Mézard le disait, c'est un dossier extrêmement complexe, mais on a le sentiment aussi qu'il y a beaucoup d'opacité autour de ces contrats. On sait que les parlementaires ont souhaité avoir accès à certains documents. Visiblement, ce n'est pas le cas. Comment expliquez-vous cette situation d'opacité? Il n'y a pas d'opacité sur les contrats. Il y a des opacités sur les accords, sur ce qui a été négocié. Donc c'est vrai qu'il y a eu un grand débat en fin d'année 2014 avec la mise en place d'un groupe parlementaire, sénateurs et députés, pour travailler justement à l'établissement de ces accords. Nous, ce qui nous gêne, pour connaître effectivement ces personnes, c'est que personne n'a eu connaissance des accords, qui soi-disant ont été ratifiés par les parlementaires. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Qui était à la manœuvre? Bercy. Le ministère de Bercy, on peut le comprendre, il y a des enjeux économiques, et certainement le ministre de l'économie et la ministre des Transports. Bon, derrière, quand on n'a pas connaissance de ces accords, ça pose problème. Alors ils sortent progressivement par des avenants au journal officiel, mais il y a d'autres dispositions qui sont écrites dans cette lettre signée de Madame Royal et Monsieur Macron, mais des choses qui nous gênent. Par exemple, effectivement, les sociétés autoroutières doivent abonder la FIT. D'accord, mais selon les règles, l'argent des péages ne peut pas servir à autre chose qu'au péage. Donc il va falloir éclaircir certains points, et c'est en cela peut-être que ces accords ne sortent pas, parce que les choses ne sont peut-être pas très claires. Notre collectif Automobilité Avenir, au travers des associations d'usagers qui sont à ses côtés, la Fédération Française de Moto, Motards en Colère, l'Union Nationale des Automobiles Clubs, les transporteurs routiers, nous avons actuellement des recours devant le Conseil d'État. Nous avons des recours devant le tribunal européen, et là nous avons un recours gracieux sur ces avenants du mois d'août, recours gracieux
qui malheureusement restera sans réponse de la part du gouvernement, ce qui n'est pas normal de la part d'une demande des usagers, mais ce recours gracieux se transformera inévitablement en recours devant le Conseil d'État pour obtenir réponse, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est les seules voies de recours que nous avons, ce sont les accords, enfin, les actions en justice Jacques Mézard, par rapport à une non-mise en concurrence, et on va revenir dessus. Est-ce que les parlementaires pourraient à nouveau monter au créneau face à cette situation dénoncée par Laurent Wauquiez? Il y a eu un groupe de travail mis en place par le Premier ministre, groupe de travail qui a déposé ses conclusions, il y avait 15 parlementaires le 10 mars dernier, avec un certain nombre de propositions. Et une de ces propositions, c'était que une des nombreuses autorités administratives indépendantes, l'ARAFER, fasse chaque année un audit et contrôle et donne son avis sur le suivi. Vous avez travaillé, sur le suivi de chacune des sociétés concessionnaires. Alors, je crois que ça, il est urgent d'avoir une transparence totale et de ne pas changer de direction, surtout pour les autoroutes, chaque année. Nous savons qu'il y a eu à un certain moment des négociations en disant, eh bien, le gouvernement, à un moment, a envisagé, en tout cas la direction des routes, de prolonger la durée des concessions, moyennant la réalisation de travaux. Oui, tout à fait. Moyennant la réalisation de travaux sur certains tronçons et des choses comme ça. Moi, je considère, j'en reviens là d'ailleurs, que le fait de privatiser les autoroutes, ça n'a pas été une bonne chose. C'est fait. Il y a moyen de revoir les choses et les difficultés qu'il y a eu dans la gestion de ce groupe de travail parlementaire, avec des démissions et pas des moindres. Le président. Dont le président lui-même. C'est la démonstration qu'il y a eu un conflit, et ça a été justement rappelé, avec la position de Bercy qui est de trouver de l'argent, parce que l'État n'en a plus, et on en arrive là à passer sur les grandes orientations, y compris en matière d'environnement, parce qu'on voit bien que la gestion de la question de l'écotaxe a été, disons-le, c'est pas une question de sensibilité politique, parce que là, tout ça, en une douzaine d'années, tout s'est accumulé. Mais il y a eu une très mauvaise gestion de l'écotaxe. Moi, j'étais pour l'écotaxe. Il y avait une grande majorité de parlementaires qui étaient pour, et ça a été détruit. C'est la conséquence. Fallait, Fabienne Keller, justement, ne pas privatiser ces autoroutes. C'est l'éternel débat. La question est récurrente, mais elle se pose avec une acuité nouvelle aujourd'hui. C'est très historique, la privatisation des sociétés d'autoroutes. Ça remonte aux années 60. C'est un modèle qui a permis d'investir à l'autoroute, qui a permis de développer les autoroutes. Après, c'était État actionnaire. Il y a eu des concessionnaires, effectivement, État actionnaire d'abord, puis cession des titres des sociétés d'autoroutes qu'on peut regretter, puisque, je le rappelle, ces titres avaient été mis par Gilles de Robien, ministre des Transports, dans l'actif de l'AFIT, pour se servir justement de la route pour financer... Il n'était pas favorable à la privatisation lui-même. Pour financer, donc je disais, le ferroviaire et la voie d'eau. Il reste les dividendes des sociétés d'autoroutes dans l'AFIT. Mais on voit bien que l'enjeu ici, c'est de trouver des ressources pour épauler les transports publics, transports collectifs, moins émetteurs de gaz à effet de serre. C'est le sujet du moment. Que constatent les Français ? Ils vont payer plus de taxes sous une autre forme qui va être l'augmentation du péage. Et finalement, l'écotaxe a été, comme vient de le dire Jacques Mézard, extrêmement mal géré. C'était un dispositif décidé. Les moyens avaient été mobilisés. C'était la société Ecomove qui devait mettre ce système en place. 800 millions d'euros dilapidés pour rien. Le système qui a été mis à la poubelle. L'État en fait encore les frais. On a vu dans le projet de loi de finances d'ailleurs que cette question n'était pas terminée, Fabienne Keller. Non, parce qu'en fait, il y a des recours à juste titre de la société qui a été mandatée, qui a investi, qui a formé des gens. Donc, ce dispositif faisant l'objet d'un consensus, cela a été rappelé, qui est mis à mal par Madame Royal. Elle raconte que la société Ecomove a mal travaillé pour qu'on se rende compte, après la commission d'enquête du Sénat, que le contrat avait été bien passé, que la société avait pour l'essentiel bien rempli les missions qui lui avaient été assignées par l'État, mais que le contrat avait été interrompu, coût pour les contribuables, 800 millions d'euros. Et puis double peine, il faut quand même rechercher des ressources pour sortir un peu de cette problématique. Quelle proposition? On change de ministre de l'Environnement qui défile. On demande une stratégie claire parce que c'est très bien d'être à la COP21 et d'afficher la volonté d'émettre moins de gaz à effet de serre. C'est encore beaucoup mieux, et évidemment beaucoup plus difficile de porter des actions parfois impopulaires qui permettent de se doter de moyens pour inverser cette tendance à l'augmentation des émissions. Et nous sommes là, je dois dire, dans un dossier absolument catastrophique où les messages à l'égard des automobilistes, des poids lourds ne sont pas clairs.
et les ressources pour l'État, pour les transports durables, inexistants. Laurent Equier, vous souhaitiez intervenir? Oui, une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Madame la sénatrice, mais vous avez dit des nouvelles taxes au travers le péage. Or, le péage n'est pas une taxe, c'est une redevance, mais il est perçu intégralement par les sociétés privées aujourd'hui. Et c'est bien là le problème, lorsque l'État était actionnaire majoritaire des sociétés, on n'a pas privatisé les autoroutes, on a privatisé les sociétés qui exploitent les sociétés d'autoroutes, eh bien l'État s'est trouvé sans ses ressources. Alors, bon ou mauvais moment, certainement mauvais, puisqu'en fait on les a privatisés à un moment où justement il n'y avait plus de risques financiers, donc les bénéfices, les dividendes étaient intéressants. Ces dividendes auraient été perçus par l'État, ça permettait de financer les infrastructures et d'abonder la FIFT. Comme on n'a plus ce fonctionnement-là, ce péage rentre dans les caisses de sociétés privées qui font des bénéfices et qui donc empochent les bénéfices. La question de fond, c'est de se dire, si l'on veut financer les infrastructures, est-ce que l'on doit faire une augmentation fiscale face au ras-le-bol fiscal que les Français expriment, oui, c'est délicat de la part des politiques que vous êtes, ou alors récupérer cette rente. Et c'est possible si on remet à plat le système, non pas, je l'ai déjà expliqué sur votre plateau, mais au travers d'une privatisation, mais de casser les contrats, c'est possible puisque c'est prévu dans les clauses, mais il faut une volonté politique parce que c'est complexe, il faut racheter les contrats et remettre un système qui existe par exemple sur le périphérique nord de Lyon, qui est géré de la façon suivante. La mairie, la municipalité a passé un accord avec une société concessionnaire qui est la SANEF maintenant, et qui perçoit un loyer d'exploitation et un loyer d'investissement. Mais ce qui diffère, c'est qu'aujourd'hui, les péages rentrent dans les caisses de la municipalité. Donc la municipalité maîtrise les péages, la politique tarifaire, la politique d'investissement. La différence aujourd'hui avec le modèle de concession qui a vécu aujourd'hui, c'est que l'État ne maîtrise rien, même pas les investissements, et surtout ce qui est en train de se mettre en place, y compris le plan de relance autoroutier. Nous avons un manque de concurrence évident qui est préjudiciable au consommateur final et à l'État. L'usager victime de cette opacité de ce système. Jacques Mézard, ça se pourrait donc de casser ces contrats, comme l'évoque Laurent Equier. Bien sûr, juridiquement c'est possible, oui. C'est compliqué. Les sociétés le savent très bien. Oui, je pense que c'est souhaitable parce que on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, on a besoin de clarté dans le discours officiel. Bon, on ne peut pas continuer à dire je sais pas ou ce n'est pas raisonnable. Et la clarté, c'est quoi? C'est de dire ce qui se passe, de voir quels sont les véritables avantages pour les sociétés autoroutières. Il faut être sérieux. Qu'à partir du moment où ces sociétés ont le contrôle du fonctionnement de ces concessions, elles sont là pour faire des bénéfices. Ça ne veut pas dire que c'est anormal. C'est leur rôle. C'est leur rôle et c'est normal qu'elles veuillent faire des bénéfices. De l'autre côté, vous avez Bercy avec les objectifs de Bercy que l'on connaît. Il est nécessaire effectivement de revoir les choses parce qu'il y a eu, en tout cas dans ces derniers mois et dans ces 2 dernières années, tellement d'annonces contradictoires, tellement d'annonces qui ne correspondent même pas à la réalité des chiffres que le groupe de travail, c'était bien de le faire. Il faut clarification, effectivement. Fabienne Keller, on arrive au terme de ce débat. Si on devait conclure... sujet de la confiance du consommateur citoyen qui voit que là, alors, il est amené à plus payer parce qu'au bout de la journée, c'est lui qui paye la note, que ces affirmations ministérielles ne sont pas crédibles et on a vraiment besoin d'un État qui dit ce qu'il fait, qui sûrement demande des efforts aux Français, mais pour un objectif. Et l'objectif légitime, c'est un prix juste pour les automobilistes et une orientation claire vers des transports moins polluants. Cette confiance, elle est complètement à réinventer. Eh bien, merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. On va poursuivre notre multiplex.